Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Tor. Alors, qu'est-ce que Tor? Tor veut dire The Onion Router. Alors, pourquoi Tor utilise un oignon comme symbole? Eh bien tout simplement parce que cet oignon, en fait, représente à lui tout seul le fonctionnement de Tor. Imaginez que vous êtes au centre de cet oignon, et pour vous atteindre, eh bien il va falloir enlever toutes les couches de l'oignon. Et on sait qu'un oignon a énormément de couches. Amusez-vous à peler un oignon et vous verrez que cela prend du temps. Donc l'objectif de Tor est donc là. Pour remonter jusqu'à vous, il va falloir passer par de nombreuses couches qui sont entre vous et la destination de votre connexion. Alors voyons un peu l'histoire de Tor. Tor a été créé en 1990 par la marine américaine. L'objectif de la marine américaine était de protéger les communications de leurs espions. Le projet a été ensuite repris en 1997 par l'agence de recherche militaire DARPA, une agence de recherche américaine, qui a donc continué le projet, toujours dans le même objectif de protéger la communication de l'espionnage américain. La première version alpha de Tor est sortie en 2002. Par la suite, Tor est devenu libre et open source, donc est tombé dans le domaine public, en 2004. Et c'est donc en 2006 qu'a été créé The Tor Project, que nous connaissons aujourd'hui, et qui est sponsorisé par l'Electronic Frontier Foundation. Donc qui finance aujourd'hui le projet Tor? Car à la base, le projet Tor était financé par l'État américain. Eh bien aujourd'hui encore, le projet Tor est financé par l'US International Broadcasting Bureau. Donc aujourd'hui encore, le principal support financier de Tor est l'État américain. Ensuite, nous avons d'autres organismes comme Internews, Human Rights Watch, the University of Cambridge, Google et Netherlands-based Stitching.net. Bien sûr, ça ne se limite pas uniquement à ces organismes, il y a également des dons des particuliers ou d'autres associations qui participent au financement de Tor. Mais ceci représente les plus gros financements du projet Tor. Alors, qu'en pense la NSA? Edward Snowden a révélé des documents de la NSA où ils ont parlé du réseau Tor. Voici une des phrases que l'on peut trouver dans ces documents. D'après la NSA, Tor est le roi de la haute sécurité et de l'anonymat sur Internet à faible latence. On peut difficilement faire mieux comme compliment venant de la plus grosse agence d'espionnage au monde. Voici encore une autre citation. Nous ne serons jamais en mesure de dé-anonymiser tout le temps tous les utilisateurs de Tor. Donc là, ils sont plutôt catégoriques. Ils ne seront jamais en mesure de le faire. Mais là, ils parlent d'une désanonymisation globale de tous les utilisateurs de Tor. Et c'est là où vient la citation suivante qui est très intéressante. Avec une analyse manuelle, nous pouvons déanonymiser une très petite fraction des utilisateurs de Tor. Et j'ai souligné analyse manuelle. Car qu'est-ce qu'ils appellent une analyse manuelle? Donc ici, ils nous disent qu'ils sont effectivement capables de désanonymiser des utilisateurs de Tor à l'aide de cette fameuse analyse manuelle. Alors je vais essayer de donner quelques éléments de réponse sur qu'est-ce que cette analyse manuelle. Pour vous expliquer le fonctionnement de Tor, j'ai donc représenté votre ordinateur sur la gauche, au centre les différents utilisateurs d'Internet, et à droite le World Wide Web, donc tous les sites Internet que vous connaissez et que vous visitez habituellement. En haut à droite, j'ai fait une petite légende. Les T verts représentent les relais Tor, les T rouges représentent les relais de sortie, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un relais de sortie. Les flèches vertes représentent toutes les communications qui sont chiffrées, et les rouges, celles qui ne sont pas chiffrées. Lorsque vous vous connectez à un site internet, vous ne passez pas par des intermédiaires. Vous allez généralement directement de votre ordinateur en passant par votre FAI jusqu'au serveur qui héberge le site internet que vous visitez. Le plus souvent, la communication entre vous et le site internet que vous visitez n'est pas chiffrée, sauf dans le cas où vous visitez des sites internet en HTTPS qui sont donc sécurisés par du TLS, anciennement appelé SSL. Lorsque vous utilisez le réseau Tor, vous passez par de multiples relais
qui sont en fait des utilisateurs comme vous utilisant le réseau Tor et ayant paramétré leur nœud Tor pour être un relais de ce réseau. Donc chacun de ces relais, en fait, représente une de ces fameuses couches de l'oignon. Chaque connexion entre les relais se fait aléatoirement et chaque transmission est chiffrée entre chaque relais. Les relais ne connaissent pas l'origine de la demande de connexion, donc ne connaissent pas votre adresse IP. Remarquez cependant qu'il y a un relais qui est particulier, celui représenté par un T rouge. Ce relais est appelé un relais de sortie. Le réseau Tor a besoin de relais de sortie pour vous permettre de vous connecter à des sites internet qui sont sur le web conventionnel. Mais comme vous pouvez le voir, ce relais de sortie n'est pas chiffré et ne peut pas l'être. Bien sûr, si vous vous connectez à un site internet qui est en HTTPS, donc utilisant un chiffrement TLS, la connexion ici entre le relais de sortie et le site internet que vous visitez sera chiffrée par du TLS, mais pas par le réseau Tor. Le réseau Tor vous permet également de vous connecter à des services cachés. Ces services cachés sont en fait des sites internet qui sont hébergés par des utilisateurs du réseau Tor et qui hébergent des sites qui sont en .oignon. Donc ici, je vous donne un exemple d'une adresse de site en .oignon. Remarquez qu'ici, la communication est chiffrée de bout en bout et qu'il n'y a donc aucun besoin d'avoir un relais de sortie puisque ici, vous n'allez pas sur un site internet qui se trouve sur le web conventionnel, mais sur un service caché qui se trouve dans le réseau Tor. Donc ici, nous restons bien à l'intérieur du réseau Tor. Revenons maintenant à la problématique de notre relais de sortie. Imaginons que la surveillance de masse ait placé donc une boîte noire au niveau de l'hébergeur du site internet que vous visitez. Étant donné que la communication entre le relais de sortie et le site internet que vous visitez n'est pas chiffrée, cette boîte noire va capter toutes les communications que vous allez faire, comme si en fait vous n'utilisiez pas le réseau Tor. Alors bien sûr, cette boîte noire ne va pas connaître votre adresse IP, ne va pas savoir où vous êtes situé géographiquement, mais elle connaîtra totalement le contenu de ce que vous transmettez. Donc imaginez par exemple que vous utilisez le réseau Tor pour transférer un fichier dans votre service de cloud favori. Eh bien cette boîte noire va pouvoir capter tous ces fichiers en clair. Et si ces fichiers contiennent des informations vous concernant, eh bien vous allez être désanonymisé. Donc souvenez-vous toujours que les relais de sortie ne sont pas chiffrés et que par conséquent toutes vos transmissions peuvent être captées en clair par des boîtes noires qui sont placées au niveau des hébergeurs. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas utiliser de comptes de type Google, Microsoft, etc. pour vous authentifier sur des sites internet. De même, de ne pas transférer de fichiers contenant des informations vous concernant. Même des fichiers sur lesquels vous pensez qu'il n'y a pas d'informations vous concernant. N'oubliez pas que même une photo peut contenir des métadatas avec dedans votre localisation. Donc dans ce cas précis, Tor ne vous protège pas totalement de la surveillance de masse. Il ne va faire ici que masquer votre adresse IP, et encore, si les fichiers que vous transmettez ne possèdent pas des informations concernant votre adresse IP et votre identité. Maintenant, cela peut aller encore plus loin. Il ne vous a pas échappé que tous les pays qui sont alliés avec les États-Unis sont en train de tous voter des lois rendant légale la surveillance de masse. Ceci va donc leur permettre de mettre des boîtes noires au niveau de votre fournisseur d'accès à Internet et au niveau des hébergeurs. C'est-à-dire de faire donc une surveillance globale de tout le réseau, aussi bien en sortie qu'en entrée. En fait, le concept est simple. Imaginez que vous tendez un fil transparent sur lequel vous mettez des tas de petites clochettes. À partir du moment où quelqu'un va toucher ce fil, eh bien, toutes les petites clochettes vont se mettre à sonner. Eh bien, en fait, toutes ces petites boîtes noires qui sont placées un peu partout vont se mettre à sonner en même temps. Et ainsi, si à un instant T, toutes les petites clochettes se mettent à sonner, vous allez pouvoir déterminer quelle est la provenance de ce signal et sa destination. Alors bien sûr, cela demande des moyens techniques considérables, mais ne vous y trompez pas, ces moyens techniques sont en train d'être mis en place. Ça s'appelle la surveillance globale du réseau. De plus, il y a également une autre technique qui est utilisée qui s'appelle le timing attack. Le timing attack va donc permettre de calculer la vitesse de chiffrement de chaque communication et ainsi déterminer quelle est la provenance et la destination du chiffrement. C'est une analyse qui est très complexe, mais qui est possible.
la surveillance globale du réseau va permettre de faire des timing attacks de plus en plus sophistiqués. De plus, si vous vous identifiez sur des comptes Microsoft, Google, etc., vous allez encore plus simplifier les attaques de type timing attack. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce type d'attaque, car c'est plutôt complexe, mais sachez que ça existe et que la surveillance de masse qui est en train de s'établir dans tous les pays alliés aux États-Unis va permettre de simplifier ce type d'attaque et de désanonymiser les utilisateurs du réseau Tor. Maintenant, vous avez également certainement entendu parler de sites internet cachés, donc des services cachés se trouvant sur le réseau Tor, qui ont été censurés par, entre autres, le FBI. Il y a eu un total de 27 sites internet cachés qui sont donc tombés en une seule fois. Et tout le monde s'est donc posé la question, mais alors, le réseau Tor a donc une faille qui a été exploitée. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de faille dans le réseau Tor. Le réseau Tor n'est pas le problème. En fait, c'est là où rentre en jeu la fameuse petite phrase de l'analyse manuelle. Souvenez-vous tout à l'heure, la phrase que la NSA a prononcée lors de leur réunion concernant le réseau Tor, où il disait qu'il pouvait, à l'aide d'une analyse manuelle, désanonymiser une petite fraction des utilisateurs du réseau Tor. Alors comment font-ils cela? Eh bien tout simplement en utilisant des failles de sécurité existantes sur les systèmes permettant d'héberger des sites internet, comme par exemple un Windows Server ou un serveur Apache. Et ainsi, en utilisant ces failles de sécurité, ils vont pouvoir désanonymiser les services cachés. Il y a aussi des portails qui sont utilisés par ces services cachés, comme par exemple des portails faits en PHP, comme les portails Joomla, Dupral, etc. Et ces portails qui sont en PHP ne sont pas exempts de failles de sécurité. Et ces failles de sécurité peuvent être exploitées pour pouvoir désanonymiser ces services cachés. De même, comme il est tout à fait possible de savoir que quelqu'un utilise le réseau Tor, eh bien, on peut très bien vous cibler, vous particulièrement, et essayer de vous désanonymiser simplement en utilisant des techniques de hacking classiques, comme l'utilisation de malware, du phishing, tentative de trouver des failles dans votre operating system, comme Windows ou Linux, ou etc. Il faut savoir que lorsque des failles de sécurité sont découvertes par Microsoft, par exemple, ou par Google, eh bien ces failles de sécurité ne sont pas tout de suite patchées. Elles ne sont pas tout de suite corrigées, ces failles de sécurité, et elles ne sont pas rendues publiques non plus tout de suite. En fait, Microsoft ou Google vont communiquer ces failles de sécurité à la NSA, qui vont pouvoir, pendant un certain temps, exploiter ces failles de sécurité pour leurs espionnages. Et ensuite, une fois que le public se sera aperçu de lui-même qu'il y a des intrusions dans leur système, et bien là, Microsoft et Google rendent publique la faille et immédiatement mettent un patch. Mais c'est donc un accord qu'ils ont entre eux de ne pas révéler immédiatement les failles de sécurité et d'en faire profiter la NSA. Donc c'est ce que fait la NSA. Ils utilisent donc ces failles de sécurité, ces multiples failles de sécurité, pour pouvoir désanonymiser les utilisateurs de Tor ou les services cachés. Donc ici, je le répète, ce n'est pas le fonctionnement de Tor en lui-même qui est en cause lorsque vous voyez des sites cachés qui tombent ou des utilisateurs de Tor qui tombent également. Ce n'est pas le réseau Tor qui est en cause, mais les failles de sécurité des sites internet, des portails qui sont utilisés, des systèmes d'exploitation qui sont utilisés pour héberger ces sites, qui sont en fait hackés par la NSA ou d'autres organismes. Alors, quelle est la meilleure façon d'utiliser Tor? Alors, il faut de préférence toujours utiliser le Tor Browser Bundle. Le Tor Browser Bundle est donc un explorateur internet basé sur Firefox, qui est donc conçu pour surfer sur internet à l'aide du réseau Tor. Et bien sûr, toutes les failles de sécurité possibles qui sont dans Firefox ont été fermées par l'équipe de développement de Tor, de façon à faire un explorateur internet le plus sécurisé possible. Ensuite, eh bien, pour éviter l'exploitation des failles de sécurité de Windows ou de Linux, vous pouvez utiliser des systèmes qui sont conçus pour Tor, comme par exemple Tails.
Tails qui, je vous le rappelle, doit être utilisé avec une clé USB, c'est-à-dire vous bootez votre machine avec Tails, et surtout ne jamais utiliser Tails sur une machine virtuelle. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Tails, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Donc si vous souhaitez utiliser le réseau Tor à l'aide d'une machine virtuelle, je vous invite à utiliser Unix, et je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Alors, je vous rappelle une fois de plus qu'il ne faut jamais s'identifier sur des comptes de type Google, Microsoft, Facebook, etc. En utilisant le réseau Tor. Bien sûr, il faut toujours préférer les sites en .oignon par rapport aux sites du web conventionnel. Car comme vous l'avez vu, lorsqu'on utilise des sites en .oignon, eh bien, la communication est chiffrée de bout en bout et il n'y a pas de relais de sortie qui sont utilisés. Et enfin, il faut toujours veiller à utiliser la dernière version de tous les systèmes que vous allez utiliser, que ce soit Tor, Tails, Unix, etc. Faites attention de toujours bien utiliser la dernière version avec les derniers patchs et les derniers correctifs de sécurité. Bien, passons aux choses concrètes, et pour commencer, je vais vous montrer comment utiliser Tor sous Windows. Donc la première chose à faire est d'aller sur le site torproject.org. Comme vous pouvez le voir, depuis peu de temps, Tails est également proposé sur le site du Tor Project, donc on peut voir qu'il va certainement y avoir une collaboration étroite entre Tor et Tails. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton Download Tor. Vous choisissez votre langue, puis vous cliquez sur Download Tor Browser. Vous n'avez plus qu'à faire enregistrer sous et mettre le fichier où vous voulez sur votre ordinateur. Je l'ai déjà fait, donc je vais vous montrer ce fichier. Donc ici vous avez un fichier qui est en fait un fichier auto-extractible. Tor Browser install, et ici c'est la version 4.5.1. Et je vais double-cliquer sur ce fichier. Ici il nous indique l'endroit où il va installer Tor. Donc vous pouvez choisir n'importe quel endroit qui vous convient sur votre ordinateur, ça a peu d'importance. Mais si vous avez la possibilité de mettre votre Tor Browser sur un disque dur chiffré, ce sera pas plus mal. Donc je clique sur Installer. Donc ici en fait il va décompresser tous les fichiers sur un dossier sur mon bureau. Alors il me propose tout de suite de lancer le Tor Browser. Je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer comment le lancer manuellement. Donc ici j'ai donc mon dossier Tor Browser. Si je l'ouvre, vous voyez qu'ici j'ai un raccourci Start Tor Browser que d'ailleurs je peux mettre sur mon bureau. Ainsi, je me retrouve avec un raccourci sur mon bureau que je peux aussi mettre dans ma barre de tâches ou dans n'importe quel autre menu. Et je double-clique dessus et ça va me lancer pour la première fois le Tor Browser. Donc vous pouvez vous connecter immédiatement au réseau Tor, ou vous pouvez également configurer votre réseau s'il a quelques particularités, comme par exemple si votre réseau utilise un proxy. On va cliquer sur configurer pour voir quelles sont les autres possibilités. Alors ici on vous propose de passer par un bridge plutôt que par un relais habituel, dans le cas où votre fournisseur d'accès à Internet bloquerait les connexions au réseau Tor. En effet, il faut savoir qu'il est possible d'avoir une liste des relais et également des relais de sortie du réseau Tor, et donc il est facile pour des fournisseurs d'accès à Internet ou pour des hébergeurs de faire une blacklist de ces différents relais et de ces différents relais de sortie, et ainsi de bloquer le réseau Tor. Donc le réseau Tor n'est pas particulièrement difficile à bloquer. Mais certains relais sont difficilement listables et donc peuvent être utilisés pour échapper à ces fameuses blacklists. Donc c'est un cas un petit peu particulier puisqu'en fait il y a assez peu de pays qui aujourd'hui bloquent réellement tout le réseau Tor. Mais certains pays commencent à le faire, en particulier les pays qui ont des régimes plutôt dictatoriaux. Je n'entrerai pas ici dans les détails techniques de la configuration d'un bridge. Donc si vous utilisez un proxy, vous avez la possibilité également ici de paramétrer Tor pour qu'il passe par votre proxy. Ça peut être un proxy de type Privoxy ou autre, mais bien sûr, il n'est pas vraiment conseillé d'utiliser volontairement Tor à travers un proxy. Il vaut mieux ne pas utiliser des systèmes de type Privoxy ou autre.
mais cependant, la liberté vous est donnée de pouvoir le faire. Maintenant, je vais cliquer sur se connecter. Donc vous voyez que nous avons donc un explorateur qui s'ouvre, qui est donc l'explorateur du réseau Tor, qui ressemble donc, comme vous pouvez le voir, à Firefox, puisque c'est basé sur Firefox. Vous voyez qu'il y a également des plugins qui sont déjà installés, comme le plugin NoScript, que vous connaissez déjà si vous avez regardé ma vidéo concernant les plugins pour Firefox. Et également le petit bouton qui représente le réseau Tor. Ici d'ailleurs on vous propose tout de suite d'ouvrir les préférences de sécurité du réseau Tor. On va cliquer dessus. Et vous voyez que par défaut, le niveau de sécurité du réseau Tor n'est pas réglé sur le plus haut, mais sur le plus faible. Pourquoi cela? Eh bien parce que si on met au plus haut, eh bien il y a pas mal de sites en fait que vous allez être dans l'incapacité de visiter. Par exemple, si je mets au plus haut et que je vais sur YouTube, je vais me retrouver sans aucune possibilité de voir les vidéos qui sont sur YouTube. Car ces vidéos utilisent des plugins de type Flash Player ou autres, utilisent également beaucoup de JavaScript, etc., etc. Enfin, plein de plugins qui peuvent vous désanonymiser. Donc pour vous donner la possibilité de visiter un maximum de sites à travers le réseau Tor, eh bien le niveau est par défaut faible. Donc après, vous pouvez, vous bien sûr, régler ce niveau de sécurité pour le mettre au plus haut. Mais si vous voyez qu'il y a des sites que vous ne pouvez absolument pas consulter, eh bien le baisser à votre guise pour pouvoir donc visiter ces sites plus confortablement. Pour ma part, je trouve plutôt étrange que ce soit le niveau faible qui soit par défaut. On attend toujours d'un système de sécurité, et surtout quand il s'agit d'anonymat, que le niveau soit le plus haut possible par défaut, et non pas le plus bas possible par défaut. Donc là je suis un petit peu surpris par ce paramétrage et j'espère que ce sera corrigé par la suite et que ce sera plutôt le niveau haut qui soit par défaut, quitte à avoir peut-être des messages d'avertissement vous invitant à baisser le niveau de sécurité pour pouvoir visiter des sites de façon plus confortable. Donc après, cet explorateur s'utilise comme n'importe quel autre explorateur internet. Il suffit de taper l'adresse du site que vous voulez visiter et vous allez pouvoir le visiter en passant par le réseau Tor. Maintenant, si vous souhaitez que d'autres logiciels puissent utiliser le réseau Tor pour vos communications, comme par exemple un logiciel de chat, eh bien vous pouvez le faire. Vous avez un exemple dans la vidéo où je présente Pidgin, je vous invite donc à regarder cette vidéo. Et pour connaître les informations qui vous permettent de paramétrer un autre logiciel pour passer par le réseau Tor, eh bien, il suffit de cliquer sur le menu qui se trouve ici en haut à droite, de cliquer sur les options, de cliquer sur Avancer, puis Onglet Réseau, puis Paramètres. Et ici, vous voyez que nous avons comme hôte de SOCKS 127.0.0.1 et comme port 9150. Donc si vous avez la possibilité dans vos autres logiciels de paramétrer un proxy, vous pouvez indiquer donc comme information de ce proxy l'adresse 127.0.0.1 et le port 9150. À partir du moment où vous avez fait ça, votre logiciel va donc se rediriger sur le réseau Tor. Alors bien sûr, cela vous oblige à toujours lancer le Tor browser avant de lancer votre autre logiciel pour qu'il puisse utiliser le réseau Tor. Car le Tor browser va déclencher le réseau Tor. Donc soyez quand même vigilants, car les développeurs du réseau Tor nous déconseillent fortement par exemple d'utiliser le réseau Tor avec des logiciels pour faire du téléchargement en BitTorrent, car souvent ces logiciels ne font pas passer l'intégralité de leur communication à travers le réseau Tor, mais peuvent parfois faire quelques infidélités même si vous avez configuré votre proxy correctement, et envoyer d'autres informations qui pourraient vous désanonymiser. Sans parler du fait que le téléchargement de BitTorrent ou n'importe quel autre téléchargement en peer-to-peer est très gourmand en bande passante et donc vous allez rendre le réseau Tor beaucoup plus lent pour tous les autres utilisateurs. Je vous déconseille fortement d'utiliser le proxy Tor pour vos téléchargements en BitTorrent. Bien, maintenant je vous propose d'installer Tor sur Linux. Ici, je suis sous Debian 8, qui porte le petit nom de Jessie.
Et je ne vais pas installer Tor comme je l'ai fait sous Windows, car c'est en fait exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que vous pouvez tout aussi bien installer le Tor Browser sous Linux. Mais là, je vais préférer installer Tor sous la forme d'un service qui va tourner en arrière-plan sous Linux et qui va me permettre de faire passer n'importe quel logiciel par le réseau Tor. Donc il se trouve que les informations permettant de faire cela se trouvent dans la documentation de Tor qui est en ligne. Donc à l'adresse que vous voyez ici à l'écran. Et on nous propose deux méthodes pour installer ce service. La première méthode est très simple, elle consiste à taper juste apt-get install Tor, mais je dirais qu'elle est trop simple puisqu'il manque quelques sécurités comme entre autres les clés GPG qui permettent d'authentifier avec certitude que le package vient bien du Tor Project. Donc je vais plutôt préférer la deuxième option. Donc ici c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur ce menu déroulant pour sélectionner la version de Linux que vous avez. Donc ici on nous propose du Debian et du Ubuntu. Alors je me permets de faire une petite parenthèse et je vais donner mon avis personnel. Ubuntu est à mon avis la pire version de Linux concernant la sécurité et la protection de l'anonymat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais étant donné que Ubuntu a des accords commerciaux, j'estime qu'on ne peut pas faire confiance à cette version de Linux. Donc ici, donc, je choisis Debian Jessie, qui est donc la version que j'utilise à l'heure actuelle, donc Tor, et la version stable. Donc ici, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de modifier un fichier qui se trouve donc dans etc apt source list, et d'y ajouter ces deux instructions. Donc je vais faire un copier de ces deux instructions, et je vais aller tout de suite prendre mon terminal, pour aller effectuer ces modifications. Alors la première chose que je vais faire, c'est m'authentifier avec mes identifiants root. Sur cette machine. Voilà, je suis maintenant avec non plus mon identifiant Eric ici, mais avec mon identifiant root. Et je vais utiliser nano pour éditer mon fichier source list. Donc etc apt source, j'appuie sur la touche tabulation pour qu'il termine d'écrire le fichier, et je fais entrer, et je me retrouve donc avec ce fichier ouvert que je vais pouvoir éditer, et dans lequel je vais pouvoir coller les deux lignes pour Tor. Donc je vais faire un petit commentaire pour me rappeler que c'était pour Tor, et je vais faire coller pour rajouter ces deux lignes. Je fais CTRL X pour quitter, et O pour enregistrer cette modification, et je clique sur Entrée. La deuxième étape va consister à importer les clés GPG qui permettent de signer les packages de Tor. Donc je vais copier-coller déjà cette première ligne, ce qui va m'éviter de tout taper. Voilà qui est fait. Et je vais copier-coller la deuxième ligne mais attention, ici je suis déjà en utilisateur root, donc je n'ai pas besoin ici de l'instruction sudo. Donc je vais l'enlever. Et je vais valider ma ligne. Voilà qui est fait, j'ai donc importé les clés GPG. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un apt-get update. Puis je peux copier-coller cette ligne pour installer le service Tor. Je confirme. Voilà qui est fait. Je vais faire un clear pour nettoyer mon terminal. Donc nous allons vérifier que notre service Tor fonctionne bien. Pour ça, on va faire service Tor statut.
Et vous voyez qu'on nous indique bien qu'il est actif and running. On peut stopper le service Tor ou le démarrer à l'aide des commandes service Tor stop ou service Tor start. Vous pouvez aussi le redémarrer avec service Tor restart. Et vous voyez que son statut est toujours actif and running. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous allons pouvoir faire passer la communication de n'importe lequel de nos logiciels sous Linux à travers le réseau Tor en utilisant ce service. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça avec par exemple notre explorateur internet Iceweasel. Mais avant, je vais installer un petit plugin particulier qui s'appelle Foxy Proxy. Alors pourquoi utiliser Foxy Proxy? Eh bien tout simplement parce que je veux que mon explorateur Iceweasel puisse parfois utiliser le réseau Tor et parfois utiliser le réseau normal. Donc je vais cliquer sur le menu en haut à droite, puis sur Module, et je vais rechercher Foxy Proxy. Alors vous voyez qu'il y a deux versions, une version standard et une version basique. Nous n'avons besoin que de la version basique. Je vais cliquer sur Installer. Et je vais redémarrer mon explorateur Iceweasel. Je vais fermer cet onglet. Et vous voyez que maintenant, j'ai un petit icône ici représentant un renard qui est pour le moment désactivé. Donc je vais cliquer dessus et vous voyez qu'effectivement, il m'indique que Foxy Proxy est désactivé. Alors ici, nous avons le proxy qui est par défaut, c'est-à-dire le réseau Internet normal. Je vais ajouter un nouveau proxy. L'adresse de l'hôte, eh bien, c'est 127.0.0.1. C'est un proxy SOX et c'est du SOX 5. Le port est 9050 et ça, c'est la différence qu'il y a entre Tor fonctionnant comme un service, le port est 9050, et Tor fonctionnant avec le Tor browser, et là c'est 9150. Donc attention de ne pas vous tromper, ici nous faisons appel au service Tor qui tourne en arrière-plan, et donc le port est 9050. Maintenant nous allons voir les autres paramètres. Nous allons donner un nom à ce proxy, donc là c'est facile, on va l'appeler Tor. On peut donner une description un peu plus détaillée ici si on le veut. Ici, il y a quelque chose d'intéressant, il nous dit effectuer une recherche DNS à distance sur les noms d'hôtes chargés via ce proxy. Alors là, on va le décocher, on ne veut surtout pas ça. Ensuite, autre chose intéressante, on nous propose de, par exemple, supprimer tous les cookies avant d'utiliser ce proxy, vider le cache d'application avant d'utiliser ce proxy, ne pas placer dans le cache en utilisant ce proxy, bloquer tous les cookies, donc ça c'est une chose très intéressante quand on utilise Tor. Et puis donc je vais changer la couleur pour mettre une couleur verte qui va m'indiquer que je suis en sécurité. Voilà qui est fait. Et je vais dire OK. Bien, voilà, j'ai mon proxy Tor qui est donc configuré. Maintenant, je vais éditer celui-ci pour simplement lui changer la couleur et lui mettre la couleur rouge pour que je puisse bien voir que je ne suis pas sur Tor. Et je clique sur OK. Et maintenant, je vais activer Foxy Proxy en mode par défaut. Je vais fermer. Vous voyez donc qu'ici, j'ai mon petit renard qui est bien rouge et qui m'indique que je suis sur le réseau Internet classique. Donc là, je vais aller sur l'adresse du site whatismyipaddress.com et je vois qu'il me donne bien ma véritable adresse IP ainsi que ma localisation. Maintenant, je vais faire un clic droit sur l'icône de Foxy Proxy et je vais lui dire utiliser le proxy Tor. Et je vais recharger la page du site whatismyipaddress. Et là, nous pouvons voir qu'il ne me donne plus mon adresse IP et il ne me donne plus non plus ma localisation. Vous voyez même qu'il est capable de détecter que nous passons par un Tor exit node, donc un relais de sortie.
Donc Foxy Proxy est une méthode très pratique pour pouvoir donc switcher du réseau Internet classique au réseau Tor. Cependant, dans tous les cas de figure, il est de toute façon quand même conseillé d'utiliser le Tor Browser pour surfer sur le réseau Tor, en particulier si vous voulez aller sur des sites en .onion. Alors parfois, on me demande comment passer tout le trafic réseau de Linux sur le réseau Tor. Je déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez absolument aucune idée de ce qui peut tourner sous Linux, des services ou autres, qui peuvent donc tous passer par le réseau Tor. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'oubliez jamais que le relais de sortie n'est pas chiffré. Donc vous pouvez très bien avoir des services ou d'autres logiciels qui vont, sans que vous le vouliez, transférer des données qui vont vous désanonymiser et donc à ce moment-là rendre tout à fait inefficace le réseau Tor. Donc il vaut mieux être sélectif sur quels sont les logiciels que vous voulez voir passer par le réseau Tor et ceux que vous ne voulez pas voir passer par le réseau Tor. Si vous souhaitez réellement passer intégralement par le réseau Tor, alors utilisez des systèmes comme Tails ou Unix. Mais n'utilisez pas de versions comme Debian ou Ubuntu. Donc, soyez sélectif dans les logiciels que vous voulez voir passer par Tor, de façon à ne sélectionner que des logiciels qui n'enverront pas d'informations vous désanonymisant. Bien, maintenant j'aimerais vous expliquer comment participer activement à l'amélioration du réseau Tor. En effet, comme vous avez pu le voir, on peut se configurer comme étant un relais ou un bridge ou même un relais de sortie. Alors concernant le fait de devenir un relais, vous trouverez facilement de la documentation parlant de ça. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer comment faire pour faire un relais Tor. Cela ne pose pas de problème particulier. Par contre, il n'en est pas de même pour ce qui est des relais de sortie. En effet, si vous décidez de faire un relais de sortie, en fait, c'est votre adresse IP qui sera montrée au site que les autres utilisateurs de Tor vont visiter. Et donc, si une personne utilisant le réseau Tor fait quelque chose d'illégal avec votre relais de sortie, eh bien, c'est votre adresse IP qui sera visible et donc c'est vous qui serez condamnable. Donc ne faites surtout pas de relais de sortie, en particulier si c'est sur votre réseau personnel à la maison. Mais par contre, vous avez une autre possibilité pour participer à l'amélioration du réseau Tor, c'est de pouvoir faire des dons à des associations qui ont décidé de mettre en place des relais de sortie. Donc pour faire des dons, vous avez la possibilité d'aller sur torservers.net, qui est un des plus gros fournisseurs de relais de sortie pour le réseau Tor. Mais vous avez également en France le site nosoignons.net qui également administre des relais de sortie pour le réseau Tor et qui se situe sur Toulouse. Donc si vous voulez aider le réseau Tor à s'améliorer, n'hésitez pas à faire des dons à ces associations qui, grâce à vos dons, vont créer des nouveaux relais de sortie et vont permettre au réseau Tor d'être plus rapide, plus efficace. Voilà, j'aurai certainement l'occasion de reparler encore du réseau Tor, qui est un vaste sujet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.